477, c'est le numéro de cet épisode. C'est aussi le nombre de minutes de jet lag qu'a notre ami Thierry au retour du CES de Las Vegas. Puisque c'est avec notre ami Thierry que va se dérouler ce nouvel épisode, mais pas seul évidemment, Aurélien est des nôtres également. Thierry qui nous a envoyé une carte postale sonore, oui. Accompagné de ses camarades de Swiss for Tech qui t'accompagnaient ou que tu accompagnais lors de cette édition 2025 du CES. Et donc ce hors-série est évidemment toujours disponible. Désormais, vous le savez, les hors-séries, les sujets un peu plus costauds, on va dire, on vous les diffuse en dehors de l'épisode habituel, en général le dimanche. Si on peut déjà parler de généralité, il n'y en a eu qu'un jusqu'à présent. Mais ça semblerait que le dimanche, ça convienne à tout le monde. Donc le prochain, je peux déjà vous le dire, notre camarade Aurélien ici sera présent dans ce hors-série qui sera un petit peu plus court que le précédent et qui concernera un véhicule un peu particulier qui est stationné pas très loin de chez Aurélien. Donc c'est le régional de l'étape qui nous parlera de cet engin, on peut le dire, un peu particulier, et il sera accompagné pour ce faire de notre ami Sébastien, enfin un de nos amis Sébastien, qui s'est occupé de tout, de l'image, du montage, du son, etc. Je pense que j'ai tout dit à ce sujet-là, donc le rendez-vous est pris. Hein. Oui, c'est Sébastien que je remercie d'ailleurs pour ce tournage qu'on a fait ensemble. Et puis, je ne veux pas faire de déception pour Thierry, ça sera un véhicule avec des panneaux solaires, mais pas pour la van life. Non, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est pas. On n'en dit pas plus. Si ça se trouve, si vous nous écoutez après le dimanche, c'est quoi le dimanche dimanche qui arrive. Le dimanche qui arrive. Si vous nous écoutez le 19. Donc après le 19, vous aurez accès pour consommer là, comme vous le faites d'habitude, l'épisode plus le gros sujet. Et comme ça, vous avez votre dose technologique pour l'ensemble de la semaine d'un coup d'un seul. Vous faites comme vous voulez en fait. Pas plus compliqué que ça. Si vous voulez juste l'écouter, vous l'écoutez juste. Les plateformes de podcast sont là pour ça. Si vous voulez le voir en plus, c'est sur YouTube, évidemment. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Ce qu'on peut faire, c'est attaquer le premier sujet de cet épisode. Et évidemment, il a encore la tête plein de choses vues et entendues sur cette grand-messe technologique, comme on l'appelle, le Consumer Electronics Show à Las Vegas. Et il y avait ce truc dont tu nous avais déjà parlé, je pense. Tu avais en tout cas évoqué l'existence future à ce moment-là. Et là, maintenant, c'est du concret, de cette caméra très particulière proposée par quelqu'un une boîte qui est spécialisée plutôt dans les optiques. Exactement, c'est nos amis de Zeiss qui ont eu la bonne idée de nous accueillir. Il faut savoir que dans les stands, dans les pavillons, c'est pas ouvert pour tout le monde, hein. Il faut des fois montrer patte blanche, prendre des rendez-vous. Et on a eu la chance d'être accueillis par un professeur, un ingénieur allemand. Il était à mourir de rire parce qu'il avait ce petit rire en coin quand on est arrivé à la fin vers les questions un peu tendues. Je vous les garde pour la fin là aussi. Eh bien, on a eu la chance d'être accompagné par ce monsieur qui nous a présenté ce produit qu'on a enfin pu palper, qu'on a vu sous 3 formes. La première, c'est effectivement un écran. C'est une surface assez souple, transparente, totalement transparente, qui peut d'ailleurs être intégrée au verre des pare-brises. C'est d'ailleurs dans un espèce de pseudo-véhicule qu'on nous a fait cette première démonstration. On a placé un écran face au conducteur pour faire de la conduite tête haute. Vous savez, ces indications qui apparaissent par-dessus la route dans le pare-brise. Un autre légèrement au milieu du pare-brise. Et lui était tout aussi lisible que le premier sans pour autant être en face. C'était pour montrer la particularité de ces écrans qui peuvent être, entre guillemets, orientés, puisque le troisième, lui, était ni plus ni moins devant le passager qui peut, par exemple, regarder toute autre chose sans que le conducteur soit gêné, soit dérangé, puisque
Là, il était fait pour que seule la personne pile en face puisse voir ce qui s'affichait. Et ils se sont dit, tiens, ce matériau, et si on le travaillait un peu plus loin, parce qu'en fin de compte, c'est un transducteur, c'est un élément qui transforme quelque chose. Alors pour le premier usage, on peut utiliser n'importe quel type de projecteur. Le panneau est très sensible, le matériau est très sensible et ça marche vraiment très bien, même en plein jour. Ils l'ont intégré pour la deuxième démo, on se déplace dans une autre petite salle, à une vitre qui pourrait être celle d'un bus, celle de la fenêtre de votre maison ou de votre salon avec une grande baie vitrée. C'est ni plus ni moins qu'une vitre qui devient un panneau solaire avec des rendements assez efficaces puisque, il faut le savoir, tu l'as dit Marc, Zeiss et l'optique, ils savent faire, ça fait de nombreuses années. Et donc ils ont réussi à faire un matériau qui filtre et qui capture l'énergie effectivement dans la gamme de fréquences dont on a besoin pour la transformer en énergie électrique. Toujours très bluffant parce que là, pour le coup, on voit cette fenêtre sans rien à travers. On peut très bien voir le paysage sans être gêné. C'est vraiment totalement transparent et c'est le cas de le dire dans les deux sens du terme. Et c'est là qu'il nous emmène dans un troisième emplacement du store. Et là, tous mes repères se sont barrés. Toutes les craintes que j'avais ont ressurgi, puisque le troisième usage, de nouveau, sous la forme d'un transducteur, ils se sont dit, et si on analysait le signal lumineux qu'on reçoit dans ce panneau pour le transformer en quelque chose? Vous l'aurez compris, c'est la naissance d'une caméra qui prend l'apparence d'une vitre. Voilà, ils ont ni plus ni moins utilisé le même matériau, il est capable de récolter effectivement ces informations lumineuses, les transcoder en une image. Et pour l'expérience, on avait ça derrière une petite tablette derrière la vitre. Et pour ceux qui ont l'image, vous savez, des fois, on essaie de trouver quelle est la bonne webcam. Là, aux grandes dames de Marc, je mets mon doigt devant la webcam. Ok, je sais que c'est celle-ci et pas celle du laptop. Mais là, j'avais beau mettre le doigt n'importe où, partout ma main était filmée et capturée par ce verre. L'holocam est né. Alors, quand je vous parlais du petit rire et le sarcasme qu'il y avait chez cet ingénieur allemand avec un fort accent allemand, il m'a fait bien rire. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui prouve que, par exemple, ma paire de lunettes n'est pas déjà équipée de ce genre de choses? Puis il part dans ce rire en coin, dit « Mais oui, peut-être, qui sait ?» Et après est venue la question de savoir « Mais est-ce qu'il y a déjà des technologies qui l'utilisent, des gens, des sociétés, des organisations ?» Et là aussi, de nouveau, ce petit rire en coin. Donc, celles et ceux qui achètent des gadgets pour essayer de déterminer, pour détecter les caméras, par exemple, quand ils louent leur Airbnb, laissez tomber. Maintenant, les caméras peuvent se planquer dans une simple vitre. Et on n'est pas prêt de voir finir, effectivement, l'usage de ce matériau parce que c'est vraiment, vraiment très pratique. Je le disais tout à l'heure hors caméra. Pourquoi pas mettre sur nos vitres de laptop, sur l'écran, la webcam pour ne plus avoir regardé un point précis pour être cadré correctement, puisque n'importe quelle surface transparente peut devenir une caméra. C'était Holocam de Zeiss, moi qui les connaissais à l'époque, des cailloux, comme on dit dans le métier, des optiques pour les caméras. Quel chemin! Oui. En même temps, quand on regarde un petit peu la tronche des images qui sont filmées par cette vitre, on a vu une vidéo, vous en verrez plusieurs à mon avis si vous cherchez un petit peu sur YouTube ou autre, mais en tout cas dans un des articles qu'on vous partage en note du podcast, on voit le résultat. Ça ressemble un petit peu, alors c'est en noir et blanc, et ça ressemble un petit peu quand même aux images qu'on filmait lors de l'alunissage d'Apollo 11. Tu vois, les images avec un peu de retard, un peu de flou de bouger, beaucoup de flou de bouger, etc. Ça a un petit genre, mais c'est pas de l'HD. Non. Pour l'instant, c'est voilà. Mais on peut, voilà. Je vois le doigt de Aurélien se lever avant qu'on passe à la suite. Oui, c'est juste une petite question. J'ai du mal à... Toi qui l'as vu, Thierry, je comprends pas bien l'histoire avec ta main. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un objectif très grand angle ou comment ça se fait ? C'est toute la surface. Alors là, ils ont mis une tablette derrière la vitre pour un petit peu délimiter la surface qu'ils avaient utilisée sur la vitre. Il faut savoir qu'on était devant une vitre qui est comparable à une fenêtre de maison. Et là, je te parle d'une surface qui avoisine c'est 10 cm², on va dire. Ah oui, là, si tu mets plus petit, même, voilà. Ouais. Et c'est là que, en fait, j'arrivais pas à trouver, si tu veux, le point central, parce que toute la surface, toute la surface était la caméra.
Là où effectivement avec une caméra standard, on arrive à identifier la chose. Alors les images que vous verrez effectivement dans cet épisode, moi j'ai vu des choses vraiment très très améliorées. Ils vont aller très vite pour améliorer tout ça parce que effectivement c'est du noir et blanc parce qu'ils mesurent les niveaux de lumière pour les convertir en une série de pixels pour en recomposer une image. Ouais, voilà. Ouais. On sort de l'optique traditionnelle. Oui, il y a du temps de calcul, il y a du temps de calcul. Oui, bien sûr. La techno n'est pas... Bien sûr. Et donc, elle est pas... c'est pour ça que c'est de la basse définition aussi. Mais c'est intéressant. Il faut voir les développements futurs et les applications futures, parce qu'effectivement, ça risque d'être assez surprenant. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Belle pioche, j'ai envie de dire, sur ce CES. Une d'entre elles, en tout cas, on en reparle d'ici quelques instants. Souvent on dit que c'est les voitures polluent, les voitures à combustion, il y a le pot d'échappement, ça sent mauvais, donc on dit c'est ça qui pollue, mais il n'y a pas que ça, il y a les pneus, par exemple, il y a les freins aussi, Aurélien, et ça c'est important d'en parler également, de cette pollution. Oui, je suis tombé sur un article d'une start-up française, parisienne même, Talano Technologies. Talano Technologies, qui a été créé par Christophe Roccaserra en 2012. Et donc, c'est un bureau d'études d'une 10-15 personnes qui a eu vocation à développer un aspirateur à poussière de freinage de véhicules roulants. Alors, ça m'a interpellé pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un bureau d'études, ils ont mis au point le concept, ils ont déposé une carrière de brevets là-dessus, et ils cherchent, leur business model, c'est de vendre des licences sur des brevets, donc de trouver des gens qui industrialisent ce genre de choses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils ont donc mis au point le système. En 2018, ils ont signé un accord avec la mairie de Paris pour équiper toutes les Renault Zoé de la mairie de Paris avec ces aspirateurs à poussière. Et puis, en décembre 2020, ils ont eu un accord avec la SNCF pour équiper quelques rames du RER-C. Alors, il faut savoir que les systèmes de freinage sur les trains, métro, attention, il y a beaucoup de freinage qui se fait par récupération d'énergie, donc il n'y a que le freinage final qui est mécanique, ou le freinage d'urgence, mais une grande partie du freinage n'est pas. Par contre, sur les RER et trains, c'est différent. Et donc, là où ça m'a vraiment interpellé, c'est que, selon Talano, 70% des émissions dans le métro est liée aux poussières de freinage. Alors, cette start-up, elle a levé déjà 2 fois des fonds, et puis ils ont au bord quand même des gens comme Louis Schweitzer, qui est l'ancien patron de Renault, et Guillaume Faury, qui est le patron d'Airbus. Donc il y a quand même du monde qui croit à cette technologie. Alors, plusieurs aspects. La première, c'est que on ne peut pas se dire « je vais mettre cette technologie sur ma voiture de série qui existe ». Non. C'est une technologie, en tous les cas sur les véhicules, voitures au sens où on l'entend, ça ne pourra être qu'intégré à des modèles neufs, en tout cas conçus pour ça. Là où ça va encore plus loin, c'est que ils disent que les freins polluent 6 fois plus que le pot d'échappement d'un véhicule moyen. Alors, entendons bien, je ne sais pas ce que c'est qu'un véhicule moyen, je ne sais pas si c'est un véhicule parisien, je ne sais pas... Mais c'est vrai qu'en embouteillage, on peut imaginer que les forces de freinage sont relativement... Enfin, les freins sont mis à rude épreuve et les forces de freinage sont relativement importantes. Il y a eu une étude de l'INSA. L'INSA, c'est une école d'ingénieurs lyonnaise. Il y en a plusieurs, mais la plus importante est lyonnaise, qui dit qu'il y a 20 000 tonnes de poussière de freinage émis par an et 9 000 tonnes qui sont libérées directement dans l'atmosphère. Et ça, si vous avez déjà démonté des plaquettes et des disques de frein, et là-dedans, il y a du fer, du manganèse, du cuivre, du nickel, il y a des poussières métalliques, c'est des choses qui sont
assez cancérigène et ça se manipule pas comme ça. Ça émet, selon le rapport de l'INSA, les particules liées au freinage seraient 12 à 20% du trafic routier. Et les nouvelles normes, vous savez qu'il y a les fameuses normes de pollution Euro 5, 6, 7. Et les nouvelles normes Euro 7 imposent maintenant de plus en plus la réduction de ce nombre de particules, ce taux de particules, et le freinage. On a beaucoup réduit les particules liées à l'émission au diesel et tout ça, les particules et tout ce qui s'ensuit. Et oui, maintenant, il va falloir s'attaquer aux autres. Et du coup, le Talano pense que ces normes-là, en tous les cas, ils ont un levier important qui est de faire que leurs filtres soient pas obligatoires, mais très fortement poussés par la norme Euro 7. Et du coup, les constructeurs devraient équiper leur système de freinage de ces systèmes. Que je comprenne bien, Aurélien, juste une question. Donc, on ne touche pas aux plaquettes de frein, on ne touche pas aux disques de frein. Ces consommables-là restent traditionnels. L'industrie ne va rien changer dans leur conception de ces parties-là. On parle d'un aspirateur qui va absorber, en quelque sorte, n'importe quelle particule qui serait issue de l'usure du freinage, quoi. Juste à côté de l'étrier de frein, on a un système qui vient aspirer les poussières de freinage au moment. Et à l'intérieur de ça, il y a un filtre, comme un filtre d'aspirateur, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Et donc, quand vous irez au garage changer vos plaquettes, ils vous changeront également le filtre de votre Tamick. Voilà. Alors, moi, en tout cas, je trouve que pour le véhicule, je trouve ça une très bonne chose. Ça fait du consommable en plus, les garagistes vont être contents et tout. Par contre, là où je trouve ça très bien, pour connaître bien ces milieux-là, la pollution de l'air dans les souterrains de la RATP et de la SNCF à Paris, c'est une vraie problématique. Bien sûr. Alors que alors je ne sais plus parce que je ne suis plus ça, mais dans plusieurs grandes stations, il y avait Nation, il y avait Charles de Gaulle Étoile, il y a des centrales sur les quais qui analysent, et les données sont publiques, vous pouvez les avoir, qui analysent la qualité de l'air plusieurs fois par jour, et les données, vous pouvez les avoir sur le net, et qui vous montrent l'état de l'air là-dedans. Et le nombre d'extracteurs qu'il y a pour purifier cet air-là, c'est quelque chose de très très important. Et si cette pollution, elle est liée en grande partie au freinage des trains en gare, vous n'avez qu'à regarder l'état des voies, la couleur des voies et des tunnels. Il ne faut pas s'étonner que ça peut venir de là. C'est une anecdote que je te donne, que je vous donne à tous individuellement par rapport aux tunnels et à ce qu'on peut trouver et respirer dans les tunnels. J'ai arrêté de fumer il y a un peu plus de 10 ans et on nous faisait souffler pour nous montrer, on nous faisait souffler dans un appareil qui détectait si on avait encore du CO, tout ça dans les poumons après avoir fumé une cigarette. Et on voit qu'effectivement ça marque, je n'ai plus les notions des chiffres et des valeurs, etc. Mais on voit effectivement. Et la personne, le tabacologue nous disait, c'est exactement la même chose dans le poumon de n'importe qui, pas fumeur ou pas fumeur, qui passe ne serait-ce que 5 minutes dans un tunnel autoroutier, il a le même résultat. Donc c'est comme si vous fumiez une clope, en gros, quand vous passez dans un tunnel comme ça, que vous soyez fumeur ou non. Wow. Donc c'est assez surprenant. Et alors, il y a des systèmes d'extraction de fumée, etc., mais malgré tout, t'imagines si t'es bloqué dans un embouteillage, dans un tunnel routier, tu as intérêt à fermer les vitres, quoi, et à compter sur le filtre à particules de l'habitacle de la voiture. Je ferme la parenthèse, mais tout ça pour dire que ça a des incidences et que c'est calculable et que c'est mesurable et que forcément, si c'est mesurable, des gens, et là c'est le rôle de ce genre d'enseigne de Talano Technologies, de trouver des solutions. Et je trouve ça plutôt pas mal et encourageant parce que effectivement le freinage, on continuera à freiner même en électrique, même si c'est pas le même type de freinage, etc. Exactement. Mais il y a quand même il y aura toujours quelques particules, on essaiera toujours d'optimiser ça. Thierry, il y aura toujours des freins mécaniques sur un véhicule. Bien sûr. Oui, et j'étais à deux doigts de faire un gag, mais en fait c'en est pas un, je vais me retenir de le faire. Je vais plutôt m'adresser à Talano, si vous nous écoutez. Il y a un prospect à aller voir, c'est nos amis de Tesla avec l'Hyperloop, vous le savez,
savez peut-être, l'Hyperloop, ce fameux projet de voiture, enfin de véhicule hyper rapide, est actuellement, depuis quelques éditions du CS, simplement utilisé par des Tesla. Alors ça vous fait gagner quelques centaines de mètres, mais bon, voilà, c'est l'effet bof, parce qu'il n'y a pas l'Hyperloop. Mais par contre, je viens de réaliser grâce à ta chronique, Aurélien, c'est que Talano aurait de quoi faire, puisque les Tesla, il y a des freins. Voilà. Parce qu'effectivement, dans ce tunnel, il n'y a pas d'aération, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas de combustible, il n'y a pas de moteur à combustible, mais il y a des freins. Ouais. Mais bon, il y a quand même un frein électrique aussi. Enfin, c'est la récupération qui fait aussi le ralentissement. Mais en fin de course, comme tu disais, Aurélien, c'est quand même le frein mécanique qui a son mot à dire, et c'est tout à fait normal. C'est comme ça, c'est physique. Ok, bon, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez bien, vous qui nous écoutez. Nous, on va passer à la suite, directement. Thierry, c'est marrant parce que tu fais référence à un site que je connaissais même pas. Quand tu n'as plus à te rendre sur subtitles.net, j'imagine que c'est une application qui te permet de sous-titrer des vidéos, quelque chose comme ça, c'est ça C'est même encore plus simple, c'est un site où tu peux, en toute légalité, puisque ça se partage, aller télécharger des fichiers SRT, c'est ça, voilà. Fichiers de sous-titres. Voilà. Okay. Maintenant, tu as appris l'existence de ce site, de toute façon, tu n'en as plus besoin. Non. VLC, la VLC a résolu le problème. C'est toujours de façon très originale qu'on est accueilli sur le stand VLC et toujours pendant le CES, parce qu'ils font le voyage. Il faut savoir que c'est une initiative qui a quelques années derrière eux, qui a un des records de téléchargement de l'application, parce que l'année passée, où il y a 2 ans, on fêtait les 3 milliards. Maintenant, on a dépassé les 6 milliards de téléchargements. Et VLC, ni plus ni moins, ce fameux programme. Alors, quand j'ai rencontré Julien avec son fameux déguisement en cône de trafic, avec son chapeau et la cape qui allait avec, j'ai pas pu résister à être pris en photo avec la même tenue, mais de 2, de lui dire que chapeau, parce que il parlait ouvertement des gens qui n'ont pas un accès à Internet très facile, rapide, ceux et celles qui désirent regarder des films, des séries, que ce soit légal ou pas, mais surtout pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas la bande passante, qui n'ont pas le temps ou pas l'envie d'aller télécharger des sous-titres, puis qui ont envie d'accéder, on va dire, à une forme de culture. Je vous annoncerai un petit scoop juste à la fin. C'est qu'ils ont ni plus ni moins été chercher une techno existante. Ils font de la reconnaissance vocale sur le film ou l'épisode, la série que tu regardes, et en live, en étant offline, parce que c'est dans le cœur même de l'application, eh bien, il va être capable de traduire et de sous-titrer plus de 140 langues. Ah oui. C'est juste incroyable pour un logiciel qui est toujours gratuit. On en discutait avec les représentants de VLC qui étaient sur place, qui sont bien marrants, ils sont vraiment très sympathiques. Ils disaient, nous, on ne sera jamais payant, on ne veut jamais être intéressé par des approches commerciales, on défend vraiment tout ça. C'est vraiment bien organisé, c'est le monde de l'open source qui ne veut pas faire l'erreur, Dixit, l'acolyte de VLC, faire l'erreur qu'avait fait Mozilla en acceptant des fonds, en acceptant des parts d'argent, d'investissement, et ils ont perdu leur âme là-dedans. Ici, chez VLC, chez Vidéolan, ils gardent cette espèce de... Mais comment se finance-t-il ? C'est la question que je ne finance pas. Mais oui, c'est ça. Alors pour le CES, il a été totalement transparent. C'est l'État français qui paye leur venue. Ils sont très fiers d'emmener les gars de Vidéoland pour VLC. Donc eux, ils payent rien. Ils viennent vraiment là. Ils sont invités, quoi. Ils sont invités. C'est des développeurs qui défendent encore ça. C'est tes impôts. C'est tes impôts, mais c'est aussi moi, je trouve un joli VRP pour les compétences, le savoir-faire et l'innovation française. Ça fait quand même pas mal d'années que ce logiciel existe. Il est mondialement connu et même si... il utilise des technologies open source. Je veux dire, ils utilisent FFmpeg, etc. Donc, exactement, leurs copains d'FFmpeg. Je crois savoir que c'est du Whisper pour la reconnaissance vocale sur ce décodeur. Et puis, ils ont des métiers à côté de ça.
Et ils veulent vraiment continuer à défendre ça contre vents et marées. Alors, ceci explique peut-être cela. J'ai toujours, moi, de la peine avec l'interface utilisateur de ce logiciel, mais il faut savoir que cette prestation, enfin, cette fonctionnalité va autant exister sur un vieil appareil Android sur lequel tu peux mettre VLC, parce qu'ils sont forts aussi de faire que VLC, les versions, puissent continuer à exister sur des anciens OS, que ça soit sur un ordinateur ou que ça soit sur une tablette. Donc, vraiment le truc bluffant, puisque, voilà, comme je le disais, offline, tu peux continuer à lire ce que disent tes acteurs préférés. Et le petit scoop qui n'en est pas forcément un, mais je le partage ici dans les technos, c'est qu'à force justement d'être convoité, d'être intéressant pour les investisseurs, les grandes marques, les cross-majors, bien, ils vont ni plus ni moins proposer un catalogue de films et de contenus totalement gratuits, un peu à l'image de certaines bibliothèques du service public, pour que quand on se retrouve avec VLC, on puisse avoir une expérience, certes, peut-être pas aussi sexy qu'un Netflix ou des consoles de Play TV, des choses comme ça, mais de se dire, voilà, on va continuer à défendre l'open source, l'indépendance. Et j'ai passé un bon moment, c'était vraiment très très sympa. Et c'est vrai, comme Aurélien, moi, une des premières questions, mais comment tu gagnes ta vie ? Ils font plein d'autres choses à côté. Et surtout, ce sont des bons développeurs. Voilà. Alors, je posais la question, mais ceci étant dit, on fait la même chose. On a tous des métiers en dehors des technos. On ne gagne pas notre vie avec les technos. Je pense que vous vous en doutez un tout petit peu. Hein. On n'a pas le même tirage que VLC. Mais voilà, c'est totalement désintéressé. Il y a encore des gens qui font des choses de manière totalement désintéressée. Alors, quand je dis totalement désintéressé, c'est tout à fait faux, hein, parce qu'on a quand même un petit intérêt, la fierté de faire un travail sympa, d'aider les gens, de les informer, de leur donner un outil, dans le cas de VLC, un outil pratique et qui fonctionne, la satisfaction d'avoir fait un beau truc, en gros, c'est important aussi. Bon, voilà, tout le monde ne va pas par là, tout le monde n'est pas obligé, mais ça arrive de temps en temps, et ça, c'est plutôt pas mal. Je sais pas si Aurélien avait un truc à rajouter sur VLC, ou pas, ou oui ou non. Non, alors on passe au bloc-notes. Le bloc-notes, vous le savez, c'est les notes que moi je bloque. Tout au long de la semaine, moi aussi je lis, moi aussi je m'informe, et donc moi aussi j'ai des informations à vous communiquer. Par exemple, la démission du PDG de Sonos. PDG de Sonos, c'est Patrick Spence qui a démissionné après l'échec du lancement de la nouvelle application mobile en 2024. Rappelez-vous, on avait parlé de cette application catastrophique, c'était dans l'épisode 448 en mai 2024. La mise à jour de l'application a été un véritable cauchemar pour l'entreprise, mais pour les usagers aussi, avec de nombreux dysfonctionnements. Sonos a dû investir entre 20 et 30 millions de dollars pour tenter de corriger les bugs. Ils ont été aussi obligés de retarder le lancement de deux nouveaux produits. Les ventes ont chuté de 16% au dernier trimestre 2024 et le casque Sonos Ace n'a pas rencontré le succès escompté alors qu'il est considéré par la presse spécialisée comme étant de très bonne facture. Tom Conrad, membre du conseil d'administration, est nommé PDG par intérim pour restaurer la réputation et la confiance envers l'entreprise Sonos. Meta, vous savez, c'est la société de Mark Zuckerberg. Eh bien, Meta bloquerait les liens vers le concurrent décentralisé d'Instagram, qui s'appelle Pixelfed. On va y arriver. Pixelfed, c'est à Instagram ce que Blue Sky est à X, si vous voulez, ou à l'ex-Twitter, quoi. Depuis les déclarations de Mark Zuckerberg la semaine dernière, Pixelfed connaît une augmentation substantielle du nombre d'utilisateurs, un petit peu de la même manière que Mastodon à une époque ou que Blue Sky au moment où Elon Musk a racheté Twitter. Pixelfed repose donc sur une technologie similaire à celle de Mastodon, hein, donc s'inscrit dans ce qu'on appelle le Fediverse et prévoit de lancer, ou a lancé d'ailleurs, je pense que c'était aujourd'hui, une application pour iOS. Donc voilà, vous avez une alternative à votre disposition, une alternative à Instagram, ce qui n'est pas plus mal. Je m'étouffe, pardon. Une équipe internationale de scientifiques a extrait une longue carotte, une très très belle carotte, une carotte de glace de 2800 mètres.
2 km 800 de glace, voilà. Chacun son métier, c'est intéressant. J'ai été chercher une belle carotte, j'ai été au jardin, j'ai été chercher ma carotte. C'est en Antarctique que ça se passe, et ça permettra d'étudier le climat terrestre en remontant, tenez-vous bien, jusqu'à 1,2 million d'années en arrière. C'est énorme. Le projet européen Beyond Epica Oldest Ice a nécessité une logistique complexe, on s'en doute, avec des moyens de transport et des conteneurs frigorifiques tout à fait spécialisés. Les échantillons prélevés permettront d'étudier donc la transition du Pléistocène moyen, période où les cycles glaciaires ont changé de rythme, et d'améliorer la compréhension des mécanismes climatiques. Les scientifiques espèrent également déterminer la dernière période où cette région de l'Antarctique était libre de glace, puisque cette carotte, ils ont été jusqu'à la Roche-Mère, donc ils ont traversé l'ensemble de la couche de glace de l'Antarctique, ce qui est quand même assez impressionnant. Et donc, pour la petite histoire, parce que récemment j'ai encore vu un reportage sur le sujet, elle va être segmentée, cette carotte, en petits bouts qui sont transportés, je le disais, dans des conteneurs spéciaux et qui vont être envoyés dans différents pays européens dans des laboratoires spécialisés. Chaque laboratoire aura une période glaciaire, plutôt une période sur les 1200 ans qu'ils vont pouvoir analyser. Je pense que c'est la Belgique qui a emporté la partie la plus ancienne, me semble-t-il. Voilà, chacun son petit bout de carotte. 2800 mètres par bout de 2 mètres, ça fait quand même pas mal de bout. C'est même moins que des bouts de 2 mètres. Je pense que c'est des bouts de 50 cm, 60 cm, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça en fait des pays. Et ce sont des carottes d'à peu près 10 cm de diamètre. Je pense 10-12 cm de diamètre. Enfin, le diamètre d'un CD, en gros, quoi. Voilà. Mais je trouve ça fabuleux. Il faut un joli congélateur, il ne faut surtout pas de panne. C'est pas conseillé. Ça se passera du 20 janvier au 7 février 2025. C'est un événement qui s'appelle Passe ton hack d'abord. C'est 7000 lycéens qui seront invités. 7000 lycéens et étudiants en BTS et classes préparatoires qui vont devoir relever des défis concret, inspiré des cybermenaces actuelles, une préparation originale avant d'aborder le baccalauréat et d'autres examens. C'est le plus grand challenge cyber de France qui revient pour sa 3e édition et qui est porté par le commandement de la cyberdéfense, le ComCyber, et le ministère de l'Éducation nationale en France. Le challenge, type capture de flag, comme on l'appelle, plongera les participants dans une situation de crise, une cyberattaque visant une station pétrolière d'un pays allié. L'objectif est bien de sensibiliser les jeunes aux enjeux de la cybersécurité et de susciter des vocations dans ce secteur en constante expansion. Ça ne s'adresse donc pas à des spécialistes en informatique, c'est vraiment des lycéens, des jeunes, en gros, avec qui on va apporter les outils évidemment, mais qui vont réfléchir à comment se préserver de ce type d'attaque. Et je pense que tu voulais rebondir là-dessus, Aurélien. C'est un sujet qui t'intéresse, semble-t-il. Oui, je connaissais pas. Normalement, on dit passe ton bac d'abord. Oui, c'est ça l'idée. Voilà. Passe ton hack. Donc là, ils ont un peu détourné le truc pour dire passe ton hack d'abord. Moi, je trouve ça sympa. C'est sympa. J'ai regardé des vidéos là-dessus sur les éditions passées. Moi, je trouve ça génial si des gens du ministère des Armées, de la défense cyber française, et ils vont dans les lycées pour éveiller les jeunes à ces disciplines, à de la programmation, à de la recherche d'indices sur des photos, sur des... Voilà. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et alors, éveiller les jeunes à la technique, je dis 100 fois oui. 2, ne pas leur faire que des trucs fondamentaux, mais les éduquer par l'exemple, enfin par des exemples concrets, je redis bravo. Et 3, si ça pousse ces jeunes à rencontrer des gens de la vraie vie, entre guillemets vraie vie, et qui ça leur donne goût, qui leur envoient des lettres pour avoir des stages et que ça débouche sur des emplois après, je dis 4 fois oui. Et donc, si ça suscite des vocations. J'ai même... un côté ludique aussi. Ouais, le côté ludique, ouais. J'ai même transféré l'info à des personnels de l'Éducation nationale que je connais, qui n'étaient même pas au courant. Non, mais 7000 en même temps, 7000 étudiants, BTS, etc. Donc c'est quand même, par rapport à la carte, par rapport à l'Hexagone, c'est quand même peu, mais c'est plus d'année en année. Je regardais les chiffres des années précédentes, c'est en augmentation, donc peut-être que ça viendra à un moment de 4e, 5e, 6e édition, peut-être que ça deviendra un moment obligé,
avant le bac, de passer par cette étape-là. Ça fera partie du cursus, peut-être, pourquoi pas. Et j'ai lu aussi j'ai lu une partie du règlement dans lequel il pousse à ce que les équipes soient mixtes, le fait que mettre des femmes dans la tech et tout. Enfin, il y a tout de bien là-dedans. Oui, c'est bien conçu. Quand c'est bien, il faut le dire. Et donc je pense qu'on l'a bien dit. Ce serait bien d'avoir ça aussi en Suisse ou en Belgique. Hein, oui, je pensais à ça, ouais, surtout que c'est l'armée chez nous qui pousse un peu la cyber. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'initiative du côté des citoyens, des étudiants. Chez nous, on fait des trucs en robotique en Belgique, un peu dans cet esprit-là, des challenges de robotique, mais pas de sécurité comme ça. Affaire à suivre, comme on dit dans ces cas-là. Vous vous rappelez quand on faisait l'abécédaire, on avait le W, le oui mais non. C'était le sujet improbable, technologique, mais improbable. C'est un peu dans avec cet argument-là qu'on vous propose un range chaussettes automatique. Avec cette question, est-ce vraiment utile ? Aurélien, oui, un début de réponse peut-être. Non, j'ai été amusé par l'article. Donc qui vient des numériques, l'article vient des numériques, et puis je suppose que ça vient du CES. L'article concerne la marque d'aspirateur autonome Roborock, qui a dévoilé un modèle, le Saros 270. Alors, en quoi cet aspirateur robot est-il différent des autres ? C'est qu'il a un bras OmniGrip, pardon. Il a une fonctionnalité qui a un bras OmniGrip. C'est-à-dire que, vous savez, les aspirateurs robots, c'est des sortes de sphères, de petits cylindres, cette forme cylindrique qui est relativement plat. Et là, sur le dessus, il y a une trappe avec un bras 5 axes qui peut se sortir et se déployer. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, technologiquement, ah ouais, c'est marrant. C'est beaucoup de technologie pour faire quoi ? Pour ranger vos chaussettes. C'est-à-dire que si votre robot il se retrouve dans votre chambre et que vous aviez laissé traîner votre paire de chaussettes par terre, le bras se déploie, prend la chaussette et l'emmène dans un bac ou dans un lieu que vous lui aviez donné. Alors l'objet doit peser moins de 300 grammes. Ah, c'est pas les grosses chaussettes. Alors ça limite un peu, ce que vous pouvez faire. Et donc il l'emmène, je vous l'ai dit, dans un point de dépôt que vous auriez dit. Alors hormis ça, il y a Roborock a voulu faire une démo technologique. Donc c'est un aspirateur, il peut laver le sol, il nettoie les serpillères dans sa station d'accueil avec de l'eau à 80 degrés. Alors il y a quand même de la tech là-dedans. Ah, bien sûr. Mais ça m'a un peu fait penser, et je vais faire plaisir à Marc, ça m'a un peu fait penser au smartphone pliable. C'est beau la tech. Ouais, c'est beau la tech, c'est beau de faire des démonstrations technologiques. Mais moi qui ai des enfants, je vais pas mettre dans mon salon un robot, un petit bras 5 axes qui va bouger des trucs de 300 grammes. Moi je pense c'est plutôt... Oui c'est ça, il y a ça. Moi, je pense ou même un animal de compagnie, un chat, voilà, ou je sais pas quoi. Mais c'est ça. Voilà. Chacun ses animaux de compagnie. attention au sujet. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Oui, il y a une caméra sur le bras robotisé, il y a plein de caméras, plein de capteurs, plein de machins. Ok, mais quelle est la vraie... hormis la démonstration technologique, quelle est la vraie... Est-ce que c'est un délire d'ingénieur et que ça sera jamais... il y a quelques geeks qui achèteront ça, ou est-ce que c'est réellement un truc qui va changer la face du monde demain ? Je reviens au parallèle avec la charnière. Non, je pense que celui qui changera la face du monde, ce sera peut-être un autre fabricant, mais à ce moment-là de lave-linge ou de sèche-linge, qui fera en sorte qu'on ne perde plus de chaussettes dedans. Voilà. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème, les chaussettes manquantes qui disparaissent par magie. Mais pas là. Enfin, c'est une démonstration de nouveau, ça permet de communiquer. Ceci étant dit, le modèle, je regardais un petit peu, le Saros Z70, là, c'est du haut de gamme. Hein, c'est-à-dire que ça nettoie, ça aspire, voilà, c'est cher. C'est cher, forcément, mais le prix n'est pas connu encore. Il n'est pas encore c'est ça. distribué, le prix n'est pas connu.
c'est vraiment, enfin c'est une démonstration tech, mais ouais. qu'est-ce qui pousse de la R&D à dire tiens, on va faire ça, on va le présenter, on va le vendre. J'espère qu'il y a eu une étude de marché, ou est-ce que c'est juste pour dire regardez ce qu'on est capable de faire d'un point de vue tech. Alors moi, je pense que ce serait beaucoup plus efficace en termes de communication si ça ramassait aussi les pièces de Lego. Parce que ça, quand tu marches dessus, ça fait quand même très 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 mal, beaucoup plus mal qu'une chaussette. Et donc, je pense que ce serait utile de ramasser n'importe quel petit objet, en fait, pas que les chaussettes. Mais voilà, c'est... En même temps, ça permet de dégager le terrain, de pouvoir aspirer partout, nettoyer partout, faire tout bien. Ouais, puis les Lego, propre, il faudrait qu'ils fassent plus que les ranger. C'est qu'ils les trient par taille et par couleur aussi. Voilà. Tu rentres chez toi, tu te retrouves devant un mur de Lego. Mais ça s'appelle plus un aspirateur dans ce cas-là. Il se rebelle, il fait des cloisons là où tu n'en veux pas, etc. Voilà. Ça dépend combien de pèses de tu lui donnes la notice de Lego, il te montre le truc aussi. Voilà. Alors là, ce qui serait utile, c'est un aspirateur qui montre les meubles Ikea aussi en même temps. Ah ouais. Non, enfin voilà. C'est plus cher, monsieur. C'est un mais je l'ai vu et il fonctionne bien. Il fonctionne bien. Ah, tu l'as vu, c'est toi? Vrai que moi, je l'ai vu. J'ai peut-être une piste d'explication, c'est que ces trucs commencent à être super abordables en matière de prix. Ils sont sacrément baissés. Et peut-être que l'avènement de ce type d'options supplémentaires permettent après d'expliquer des prix qui sont quand même encore assez hauts pour ces appareils qui font du combo, lavage, machin, aspiro, etc. Lui mettre un bras, c'est l'occasion peut-être de vendre ça encore plus cher, je sais pas. En tout cas, il faut le dire sur des appareils qui sur le moment, ça marche. Ouais. Oui, mais des appareils, on en a déjà parlé un petit peu avec un autre chroniqueur, Xavier, qui avait fait l'acquisition d'un robot aspirateur tel que celui-là. On s'était fait la réflexion. Oui, sur le papier, ça fonctionne, certainement. Mais alors, les environnements sont tellement variables d'une personne, d'une famille à une autre, d'un appartement. Est-ce qu'il y a un escalier intérieur? Est-ce qu'il n'y a pas d'escalier? Est-ce qu'il y a du tapis, enfin de la moquette? Est-ce que c'est du parquet, du carrelage, etc., etc. Est-ce que vous avez beaucoup de meubles, beaucoup de chaises autour de la table, etc. Toutes ces variables-là, quand tu vois comment c'est chez moi, tu te dis l'aspirateur, il va être dur à passer entre les objets, les câbles parce qu'il y a toujours un peu des trucs comme ça. Enfin, voilà, oui, sur le papier, quand tu le fais dans une démonstration avec une pièce bien vide, avec juste une chaise dans un coin et un porte-manteau de l'autre, ça fonctionne. Et puis après, enfin voilà, moi je demande qu'à être converti, mais j'ai pas le budget pour l'instant. On a fait le tour du range-chaussettes. Voilà, je trouve qu'on a fait pire. Hein, comme... on a fait pire, mais on aurait pu faire plus. On aurait pu faire plus court, il faut être honnête. Tu as dit cette phrase, Thierry, dans le hors-série consacré au bilan coup de cœur CES diffusé dimanche dernier, que c'était devenu aussi un peu le salon de l'auto. Et même du véhicule de loisirs, manifestement, puisque tu es tombé sur toi qui t'intéresse beaucoup à ça, moi aussi d'ailleurs, sur un van grand format, big format. Ouais, big format, mais une fois, j'allais dire plié... Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'est pas plus long que Yoko. Il fait 6 mètres de long, ce machin. Le bousin, il est un peu plus haut. Il est beaucoup plus lourd parce qu'il y a de la mécanique dessus. Mais c'est juste bluffant. Vous imaginez un van, 6 mètres de long. On va lui donner 2 mètres 15, voire 2 mètres 20 de large. Il est quand même assez large, un peu plus qu'un van traditionnel. Pour la hauteur, on est méchamment au-delà des 3 mètres. C'est clair et net. Mais ce machin, une fois étendu, une fois bien déplié, vous propose ni plus ni moins que 37 mètres carrés habitables. Parce que c'est comme certains camions. C'est les sliders, c'est ça. Voilà, il faut imaginer. Il faut imaginer. Oui, par exemple. Il faut imaginer. Ouais, mais je pense que là, la boîte vient... c'était drôle parce qu'on peut le précommander à coût de 100 ou 500 $. J'ai pas compris la différence. Mais déjà, 500 $, c'est pas beaucoup. Il faut imaginer que les sliders, ces fameuses pièces qui s'étendent, qui sortent des côtés. Il y en a un sur le côté droit, il y a un slider qui fait à peine 30 cm, donc un truc assez classique. Mais celui qui est à gauche
Il faut imaginer que la largeur du véhicule se retrouve multipliée par 2 tellement on a de surface. Alors, et sa longueur aussi. Sa longueur passe de 6 mètres à 8 mètres allègrement, puisqu'il se rallonge. Il faut imaginer que dessous, il y a des dînes, mais énormes, donc des pièces de métal qui vont supporter le poids. Alors, par exemple, pour l'arrière, je crois que ça marche sans pieds supplémentaires, mais pour le slider qui vient sur le côté, comme il fait à peu près la même largeur que le véhicule, donc on se retrouve avec 2 fois plus de... Voilà, il y a un porte-à-faux à supporter, mais ça se fait en quelques secondes. Les parois se déplient en V. Le truc assez amusant, c'est qu'une fois déplié, il y a encore plus de surface de panneaux solaires qui se dévoilent. Ils lui ont donné un joli petit look, c'est discutable. On nous raconte qu'il y a les gens de Pininfarina qui ont travaillé là-dessus. C'est le AC Future, le AC ou AC si vous voulez le faire en anglais. Donc c'est pas pour la climatisation, c'est son petit nom, qui est maintenant plus un proto, mais carrément un démonstrateur qu'on a pu voir, toucher et visiter même. Ils viennent avec 3 produits, ils font la même chose dans de la caravane et ils font la même chose dans allez, on va dire tiny house, mais plutôt module d'habitation que vous posez, et une fois posé, vous pouvez l'étendre pour que vous puissiez bénéficier d'une plus grande surface. Je crois assez à ce modèle. Et puis la nouveauté quand même, c'est la motorisation. C'est qu'on est sur du tout électrique avec ce modèle. J'ai pas les chiffres pour l'autonomie, mais par contre, pour le prix, je les ai. On est quasiment à 100 000 balles. Mais je trouve pas ça cher. Mais non, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que au regard des vannes qu'on a l'habitude de voir, des équipements de grandes marques. Rappelle-toi, l'année passée, à peu près à la même époque, on avait parlé d'un Hummer qui était sorti, ou en tout cas un prototype Hummer qui était sur un modèle assez classique. Sprinter, le Venture S. Oui, c'est ça, mais un peu tout-terrain, avec une terrasse à l'arrière, tu vois, avec le haillon arrière qui faisait terrasse, etc. Et qui était plus proche des 300 000, 265. Ici, moins de 100 000 euros pour un machin pareil, tout électrique. Il faut voir l'autonomie, il faut voir toutes les conditions, etc. Mais je trouve pas ça très cher. Franchement, un budget amortisseur droit aussi. Par contre. Oui. Oui, sinon tu penches. Je pense qu'il va plus se fatiguer que l'autre. Je pense que le bémol tient dans le fait que ce véhicule dépasse allègrement les 3 tonnes 5 vu l'armature pour tenir les liens. Voilà, les liens que je vous ai partagés, vous allez découvrir les images de l'époque du prototype. Là, par exemple, ils ont oublié l'idée du petit escalier qui venait sur le côté. On rentre tout simplement comme dans n'importe quel véhicule. Petit fait amusant, le tableau de bord et l'intérieur du poste de pilotage est tellement épuré qu'en fait, vous pouvez le transformer en bureau parce que rien ne vous empêche d'utiliser toute cette surface pour mettre un plan de travail. C'est vraiment dans sa plus simple expression. Il y a les 2 pédales, le frein, les gaz et puis un petit iPad qui sert d'écran et c'est tout quasiment pour ce qui est de la version actuelle. Et alors je te confirme, c'est le nouveau salon de l'auto, le nouveau salon du véhicule de loisirs, puisque je suis allé revoir mes copains de Pibel qui font cette caravane qui s'est bourrée de nouveautés d'ailleurs, qui est celle aussi assez... qui s'élargit, hein, c'est ça Non, c'était une qui est totalement autonome en électricité, en eau, en énergie, tellement autonome que je plaisantais avec eux pour dire mais est-ce qu'il faudrait vraiment encore une voiture pour la transporter ? À terme, peut-être qu'on pourrait prendre une voiture sans conducteur, et puis à ce moment-là, on reste dans le lit pour voyager. On voit effectivement une émergence au niveau de ces aménagements technologiques qui viennent dans les véhicules de loisirs. Et le AC Future, il est un bel exemple. Je me réjouis de le voir en vrai, c'est-à-dire en production. En tout cas, le modèle qu'on a pu voir, il roule. Il n'est pas encore habilité à rouler partout. Mais ça y est, ils vont le commercialiser. Si vous avez 100 ou 500 $, jetez-vous sur le site pour faire les précommandes parce que ça y est, c'est parti. On va en fabriquer. 37 mètres carrés, ça vaut la peine. En tout cas, du véhicule de loisir, du van ou du camping-car ou du motorhome, comme on dit en Belgique, électrique, ça, à mon avis, 2025, ça va être un petit virage quand même à négocier dans les mois qui viennent. Mais on s'écarte un petit peu. On s'enflamme, alors qu'il y a encore un sujet à aborder. Hein. Mais oui.
Qu'est-ce que c'est que ce mélange des genres, Aurélien, entre le rail et l'open source? C'est quoi le lien? C'est quoi cette idée? C'est un article que je vous ai partagé qui montre que la SNCF, donc la Société des chemins de fer nationale des chemins de fer français, et l'Europe, et il y a des collaborations avec des pays d'Europe pour faire de l'open source sur la gestion des flux ferroviaires en Europe et unifier toutes ces liaisons. Alors, la SNCF déjà collabore sur l'Open Source Railway Designer, qui est un logiciel open source qui sert justement à gérer les flux des trains sur les voies de manière nationale et transfrontalière. Il faut savoir que la SNCF a créé en 2024 une association qui s'appelle l'AOR, l'association Open Rail, qui a pour vocation de développer des projets open source trans-européens, mais suisses également. Et donc, il y a Simon Clavier, alors le nom... pour un responsable de la stratégie open source, pas mal, je trouvais. C'est fort. Donc c'est Simon Clavier, le responsable de la stratégie open source du groupe SNCF, qui est fier de nous parler de la collaboration franco-suisse. C'est pour ça que, comme je savais que j'étais avec Thierry, je me dis, je vais en parler. Ah, merci. Et donc, la SNCF, grosso modo, a collaboré sur l'OSRD dont je vous ai parlé juste avant, qui est l'optimisation des flux, et la Suisse avec un autre projet qui s'appelle Nets Graphic Editor a fait avancer ce bout de logiciel-là, et en mettant les deux logiciels ensemble, et on arrive à mieux faire avancer la gestion des flux, soit des flux des horaires, soit l'optimisation du placement des trains sur une même ligne. Et donc j'ai trouvé que ces collaborations étaient... Voilà, et en fait, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que tout cet écosystème d'agents du rail se regroupe dans les associations pour faire avancer de manière conjointe des développements en parallèle pour obtenir un plus gros résultat. Alors, si vous êtes intéressé par ça, ils font des démonstrations au FOSDEM. Le FOSDEM, alors oui. Marc, tu connaîtras mieux que ça. C'est que moi, c'est un salon sur le logiciel libre. C'est un salon ouais, c'est ça. C'est le salon du logiciel libre en Europe, j'ai envie de dire. Le FOSDEM, en général, ça se passe à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, où ils squattent quelques salles. C'est relativement informel. Hein. C'est 3 planches, des trépieds. Voilà. Moi, j'ai jamais mis les pieds réellement, mais j'ai vu beaucoup de photos et je sais que un de nos amis, Sébastien, il y a dans le passé en tout cas parcouru les travées. C'est l'occasion justement de rencontrer, on parlait des gens de VLC par exemple, c'est ce genre de personnes là aussi qu'on rencontre, mais pas que, il y a des gens encore beaucoup plus pointus dans ce domaine là que l'on peut retrouver effectivement sur ce salon. Oui. Et donc en marge de ça, en marge de ces développements conjoints, je voulais vous parler aussi de l'ECTS. Alors attention, ECTS, c'est un acronyme qui veut dire beaucoup de choses. Oui. Moi, je vous parle de l'European Train Control System, qui est en fait un protocole qui assure la sécurité de tous les trains en Europe. Vous savez très bien, sur les rails par exemple, à certains endroits, vous avez des balises au milieu des traverses avec des transpondeurs sous les trains. Et puis la signalisation, toute la signalisation en bord de rails, les feux, les panneaux qui se tournent, ainsi de suite, les aiguillages, tout ça c'est géré par ce système-là, qui est un système unifié. Je vous ai mis un lien vers l'article CTS qui est en anglais de Wikipédia, qui est très
très très détaillé et qui vous montre un peu tous les niveaux. Et ça m'a un petit peu aussi fait penser à la conduite autonome des voitures. Hein. On parle, vous savez, on parle de niveau sur les voitures autonomes. Entre je suis assisté dans une manœuvre et je fais dodo à la place du conducteur sans toucher le volant. Il y a différents niveaux. Pour les trains, c'est pareil. Sauf que vous avez un niveau de sécurité qui est encore plus élevé parce que vous avez des centaines de passagers derrière vous et que voilà. Il y a la fameuse pédale de l'homme mort et des choses comme ça. Voilà, la fameuse pédale de l'homme mort. Mais faut savoir que quand vous prenez un train, faut savoir qu'il y a une technologie énorme derrière vous qui est redondante, qui fait que même si le conducteur n'a pas vu le feu rouge, le train peut s'arrêter quand même de manière sécurisée et sécuritaire, même si l'homme n'a pas le premier maillon de la boucle et l'homme n'a pas forcément vu le feu en question, et ça va très très loin sur l'augmentation des cadences. Tout ça c'est lié aussi à ECTS. Quand on dit sur la ligne Paris-Lyon, qui est une des grandes lignes des lignes à grande vitesse très 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 fréquentées, l'augmentation de la cadence des trains sur ces lignes-là, c'est lié à ECTS, puisque forcément tout est automatisé et à partir du moment où les trains sont bien cadencés et qu'on sait exactement où ils sont tout le temps et qu'on gère tous les signaux de la voie de manière automatisée, on sait qu'il y a des tronçons, il y a un train par tronçon et on ne peut on doit laisser un tronçon entre deux trains, et s'il y a un train avance sur un tronçon juste avant un autre tronçon, il y a un train, on coupe tout. Voilà, il y a plein de règles et plein de technologies derrière ça. Et c'est passionnant. Hein. C'est passionnant. Impressionnant. Et certains s'amusent à reproduire. Faire un dossier là-dessus. Certains s'amusent même avec des trains type Marklin pour reproduire des schémas de conduite, etc. Et introduisent aussi de l'informatique dans leur passion. Je trouve ça assez comique également. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est un sujet passionnant et ça mériterait qu'on s'y penche un tout petit peu plus, si on avait du temps. Il y a plein de gens qui disent si on avait de l'argent. Nous c'est si on avait du temps. Parce que de l'argent on en a, c'est bien connu. Ouais, c'est ça, voilà. On en a fini avec ce sujet. Oui. Je vous parle de la Suisse et des montres, non? Non. Il va bien tout de suite se calmer avec sa Suisse, lui. Je voulais juste terminer cet épisode en rendant hommage à un monsieur qui, moi, m'a donné envie. Alors, au début, je ne connaissais même pas son nom, mais ça m'a donné envie de m'intéresser aux choses particulièrement liées à l'Internet. C'est Jean-Michel Biot qui nous a quittés cette semaine et qui était à l'origine de ce qui s'appelait au départ l'atelier Compagnie Bancaire et qui est devenu ensuite l'atelier BNP Paribas et qui est devenu au fil du temps une véritable institution, une mine d'informations, parce que c'est là où on cogite, on réfléchit, on observe et on partage du savoir autour des technologies de l'information. Et donc ce monsieur, il était à l'origine de plein de choses en France, mais pas qu'en France. Il a un peu bourlingué, il a eu tout un temps, il y avait les blogs, il a eu son blog. Je pense qu'il aurait bien été jusqu'à faire des podcasts. Je me demande même s'il n'a pas participé à l'un ou l'autre. Je pense que oui. Et donc c'était quelqu'un qui était dans le partage et dans l'envie d'embarquer avec lui des gens aussi curieux que lui. Et je voulais lui rendre hommage pour conclure cet épisode 477. Merci Monsieur Biot pour ce que vous avez fait. Oui. Merci à vous deux également. On vous retrouvera prochainement. Et bien entendu, je vous renvoie une fois de plus à ce hors-série consacré à un véhicule particulier que va nous proposer notre ami Aurélien, s'il n'est pas déjà là, ce hors-série. Allez jeter un petit coup d'œil et abonnez-vous, surtout c'est important, abonnez-vous au flux. Moi-même, il y a des podcasts que je suis et je ne suis pas abonné, mais j'ai le réflexe d'aller regarder s'il y a un nouvel épisode, et je devrais m'abonner parce que c'est important d'avoir la notification, parce que des fois il y a des surprises et ce serait dommage de passer à côté. Merci de nous avoir écoutés, passez une très très bonne semaine et à très bientôt, au revoir. Salut.